Bonsoir tout le monde, merci d'être si nombreux pour cette conférence de l'agence Orma Architectura. Donc nous accueillons ce soir Alicia Orsini et Michel De Rocasera qui sont tous les deux associés de l'agence Orma, et vous êtes 4 associés. Une agence qui a été créée en 2014 et vous êtes installés à Corté, en Corse. Vous avez fait vos études à l'ENSA de Marseille. Je suis ravie de vous accueillir. Alicia, on s'est rencontrés il y a quelques mois lors d'une table ronde. Et puis, il m'a semblé important, enfin en tout cas intéressant, de vous inviter ici à Strasbourg pour que nos étudiants et nos étudiantes profitent de votre manière d'aborder le territoire, qui est d'une part empreinte, puisque Orma veut dire empreinte en Corse, empreinte d'une grande poésie et beaucoup d'émotions dans votre manière de faire vibrer d'une part la mémoire d'un lieu, d'un site, mais j'ai envie de dire essentiellement de nous ramener à des choses fondamentales qui sont le lien à un contexte et de faire des architectures situées. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus, si ce n'est que je me réjouis de découvrir les morceaux que vous avez choisis ce soir, de nous présenter, et puis juste une dernière petite information, ou en tout cas une chose que j'apprécie beaucoup dans votre travail, c'est que d'une part, moi je l'ai déjà dit, les questions d'émotion, mais aussi de tradition. Et on l'a évoqué encore tout à l'heure en discutant, c'est que même si vous avez fait vos études à Marseille, pour vous il était assez évident de revenir en Corse et de pouvoir pratiquer sur votre île de beauté. Voilà, donc je me réjouis de découvrir ça. Et puis, à l'issue de votre présentation, on laissera les étudiants ou les étudiantes qui ont envie de poser des questions, vous poser leurs questions. C'est à vous, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci d'être venus. Merci Anne-Sophie pour l'invitation. On est très heureux d'être là ce soir et de pouvoir vous présenter une partie de notre travail. Donc, je suis Michel De Rocasera, je suis l'un des 4 associés de l'agence Orma. Et je suis donc ce soir avec Alicia Orsini, qui est mon associée. Et qui est également architecte du patrimoine, et c'est une donnée qui a une importance fondamentale au sein de notre agence. Donc nous sommes une petite agence composée d'une dizaine de personnes. Nous sommes basés en Corse, donc en plein centre de la Corse, à Corté. C'est une région montagneuse, une région rurale, et c'est on va dire un lieu dans lequel on aime exercer, dans lequel on aime pratiquer l'architecture, parce que notre manière de concevoir notre travail, eh bien, c'est systématiquement de réfléchir à la contextualisation des projets, quelle que soit l'échelle de projet, quel que soit le lieu, quel que soit l'écosystème environnemental, économique, climatique, etc. Et on va dire que Corté, par sa position centrale, est un lieu extrêmement inspirant pour nous. Donc, pour commencer cette présentation, on voulait vous montrer des thèmes qui sont récurrents pour nous dans notre manière de concevoir les projets. La Corse est un territoire très vallonné, avec un rapport à la topographie qui est omniprésent, et la question de l'ancrage au sol et de la manière dont on vient s'intégrer et s'accrocher à la pente est un élément prépondérant dans chaque projet. L'analyse et la compréhension non seulement du territoire, mais aussi des traces du passé, puisque Orma veut dire l'empreinte, donc c'est une manière pour nous d'avoir toujours en tête
que non seulement ce qu'on fait laissera une empreinte pour les générations futures, mais également de perpétuer, on va dire, un travail analytique, presque archéologique, des éléments bâtis déjà présents et qui témoignent d'un rapport à un site très ancien, à un climat, à un environnement et à une culture. Donc l'analyse du territoire est une base qui est, on va dire, extrêmement importante pour nous. Un autre thème important, c'est ce qu'on appelle la mémoire rétinienne et collective. On pense que chacun d'entre nous, au fil de sa vie, s'est forgé on va dire une culture architecturale, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et en fin de compte, cette mémoire collective nous permet d'une part de légitimer un projet d'architecture contemporaine dans un site, on va dire, dans toutes les composantes qui le caractérisent, donc le point de vue, le côté patrimonial, le côté culturel, et ça nous permet aussi, on va dire, de générer une certaine lisibilité du dialogue qu'on essaye de nouer entre le patrimoine, entre ce qui nous a précédé et ce que nous, on propose de générer et qui va perdurer, donc pour vraiment créer ce lien qui, on le pense, alors c'est le cas en Corse, ça a été peut-être le cas aussi dans d'autres régions, enfin sûrement même, mais on va dire qu'il y a un lien qui était évident jusqu'à à la deuxième partie du XXe siècle entre les manières de construire traditionnelles et les manières de construire de l'époque. Ce lien, il a été un petit peu perdu, et cette mémoire rétinienne, eh bien nous, elle nous permet de continuer à maintenir ce lien. Donc le premier projet qu'on va vous présenter, c'est un projet donc de 3 logements communaux qui sont situés dans un petit village en Corse du Sud. C'est un village qui s'appelle Christinac, qui est comme beaucoup de villages en Corse, qui vient s'accrocher à flanc de montagne et qui est de tradition minérale. C'est un village qui est complètement en pierre, donc en granit gris. Mais par contre, en faisant ce travail de recherche que j'évoquais précédemment, on s'est rendu compte que malgré le fait que ce qui reste aujourd'hui comme trace du passé, eh bien, c'est ce qui a perduré, donc les constructions en pierre, il y avait dans ce lieu spécifiquement une culture très forte de la construction en bois, de l'exploitation de la forêt, qui aujourd'hui eh bien a été perdue. On a une filière bois dans la région qui a été qui est dans un état on va dire assez catastrophique, qui a besoin de projets on va dire phares qui démontrent qu'on peut construire en bois local pour soutenir cette filière. Et donc on s'est rendu compte qu'il y avait une culture forte qui aujourd'hui a disparu, mais qui a existé par le passé autour de la forêt et du bois en général. Donc la commande, ça a été de réaliser en fin de compte un bâtiment passif avec des matériaux biosourcés. Donc il y avait une volonté déjà de la commune eh bien de solliciter ces savoir-faire anciens perdu donc autour du bois, mais en même temps c'était quelque chose qui était tellement expérimental que c'était très abstrait. Voilà, et ça donc c'est les éléments qu'on a reçus lors de notre premier contact avec le marché de maîtrise d'œuvre. Donc on a commencé donc ce travail par une recherche historique, donc comme j'ai pu l'évoquer précédemment, mais aussi une recherche des écosystèmes économiques, des savoir-faire et des matériaux présents localement. Donc effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à travailler, à révéler finalement autour du bois. On a des forêts qui présentent du bois qui est propice à la construction. On a des artisans
qui sont dans un rayon assez proche du projet, dans une zone assez proche du projet, qui savent travailler le bois selon des techniques traditionnelles. Et en fin de compte, on a un matériau qui peut être utilisé en bois d'œuvre dans le cadre d'une construction. Donc, ce projet, c'est dans le cadre d'un marché public. Donc, on sait que dans un marché public, on peut pas imposer un matériau. Donc, on est obligé aujourd'hui, selon le code des marchés publics, dans un marché de travaux, de proposer un matériau ou bien un équivalent. Donc, ça veut dire qu'en fait, on n'arrivait pas à imposer un bois local pour la construction. Donc, on a dû travailler un petit peu de manière encore une fois expérimentale avec la commune pour trouver un moyen d'imposer ce matériau dans la construction, parce que c'était impensable pour nous, vu l'écosystème autour du site de projet qu'on avait, d'importer un bois d'ailleurs. Donc finalement, ce qu'on a fait, c'est que on a travaillé avec la commune et l'Office national des forêts. Donc la commune, en fin de compte, a mis à disposition le bois en amont du projet, suite à un prélèvement en forêt, et en fin de compte, l'entreprise qui a réalisé le bâtiment a dû récupérer donc le bois mis à disposition par la commune. C'était un peu une manière pour nous de contourner un peu le code des marchés publics, mais pour le bien du projet. Donc c'est un programme donc de 3 logements collectifs, de 3 logements communaux, pardon. On a voulu déjà redonner par l'intermédiaire de la morphologie une échelle villageoise, parce que évidemment c'est posé la question de comment intégrer un bâtiment en bois dans un paysage minéral. Donc pour nous, le bois, effectivement, aujourd'hui, c'était la meilleure réponse à apporter au village pour ce type de programme. Et donc, il a fallu trouver les moyens de le légitimer vis-à-vis, notamment du paysage minéral. Donc, on a évidemment, il y a l'idée de la colorimétrie. Donc, le bois, au fil du temps, se grise. Donc, on a des teintes qui viennent se raccorder aux teintes des pierres. Mais il y a aussi l'idée de l'expression de la structure. Donc, dans ces villages avec ces maisons en pierre, ce qui est prépondérant, c'est l'expression de la structure en façade. Et nous, on a souhaité, du coup, réinterpréter cette expression de la structure. Donc, cette fois-ci, non pas en pierre, mais en bois, avec les descentes de charge porteuses directement visibles en façade. Donc, il y a le caractère d'intégration paysagère, donc par la forme et les teintes. Il y a le caractère d'intégration, on va dire, constructive, par l'intermédiaire de l'expression de la structure. Et il y a aussi le caractère de l'intégration par l'habitabilité et les modes de vie villageois, parce qu'on a souhaité également, dans le cadre de ces logements, on a fait une analyse de la manière dont les gens dans ce village accédaient à leur logement, dont les gens vivaient l'espace public, et on a souhaité transcrire cela dans nos logements qui ont un accès systématiquement depuis l'extérieur au bâtiment, et ça a aussi eu un impact important sur la morphologie même du bâtiment, puisqu'on a un simplex, un duplex et un triplex, donc pour multiplier ces habitabilités, mais avec un rapport à la rue et à l'espace public qui est systématiquement le même. Donc l'accroche à la pente, l'accroche au site, c'est déjà une thématique forte, évidemment, dans les paysages montagneux, mais notamment quand on construit en bois. On va dire que le bois, c'est un matériau qui a besoin d'être quand même protégé, notamment de l'eau, des éléments extérieurs, et donc on a réfléchi à un socle minéral, donc qui vient faire le lien avec le sol, sur lequel est posée la structure en bois. Et ça nous ramène aux manières de construire anciennes qu'on a pu apercevoir donc dans la région, à proximité du projet, et qui finalement
à l'époque, malgré le fait qu'il n'y avait pas d'architecte et que on construisait juste, on va dire, de manière à avoir un bon sens, de manière à mettre en œuvre une sorte de bon sens constructif, eh bien, on avait déjà ces thématiques de rapport au sol, de pérennité et en même temps d'expression de la structure. Voilà, donc pour revenir également sur le thème de l'habitabilité, les villages aujourd'hui en Corse, en tout cas, sont des lieux qui sont délaissés au bénéfice donc du littoral, et donc c'était aussi un enjeu politique, social, de faire revenir des familles dans le village. Donc il a fallu leur proposer des logements on va dire, qui avaient des qualités assez importantes. Donc c'est un bâtiment qui est passif, donc qui n'a ni chauffage ni climatisation, et dont l'ensemble des niveaux propose des espaces traversants. Voilà, donc les vues depuis le logement, ouais. Et l'autre enjeu, en fait, dans ce bâtiment, il était, on va dire, très technique, parce qu'on est sur donc une maîtrise d'ouvrage qui avait une volonté, même un besoin d'être sur un label passif et bas carbone. Donc, parce que ces financements étaient liés finalement à l'obtention de ces labels. Donc, cet enjeu a été, on va dire, majeur dans la réalisation du projet. Parce que tout d'abord, l'aspect bas carbone, vous l'avez vu lors de l'introduction, on est vraiment resté dans un rayon de 60 km pour mettre en place vraiment cette matérialité locale, donc ce pain laricho local, qui a de grande qualité. Donc du coup, on a dû un petit peu réadapter la structure, parce qu'aujourd'hui la problématique en Corse, donc comme le disait Michel, la filière bois peine à se développer. Pourquoi aussi? Parce qu'on n'a pas de séchoir, pour sécher, on va dire, directement le bois. Donc, on a dû faire ça de manière complètement artisanale. On a dû sécher le bois naturellement, comme le faisaient les anciens. Donc, on a étudié les techniques de placer du bois dans des courants d'air. Donc, ça a été des temporalités très, très longues. On a dû attendre pendant 8 mois. Donc, voilà, lorsqu'on est dans ce genre de problématique, il faut pas être pressé non plus. Ensuite, on a adapté la structure, parce que du coup, on pouvait pas mettre en œuvre des murs à ossature bois comme on a l'habitude de les voir habituellement. On est sur un système poteau-poutre. Et ensuite, donc, le label passif a été une forte contrainte, parce que là, les menuiseries que vous pouvez voir notamment sont en bois local. Donc, on a été confronté un peu à la problématique des labels versus matériaux locaux. Parce que forcément, des matériaux locaux, vous n'avez pas de fiche technique. Donc, tous ces labels, malheureusement, bien qu'ils soient très écologiques, sont liés à des fiches techniques avec des essais et qui nous certifient qu'on est passif. Mais malheureusement, quand on prend un morceau de bois, qu'on le découpe dans un atelier de menuisier, on n'a pas de fiche technique. Voilà. Donc ça a été aussi un travail très très long, parce qu'on a travaillé donc avec les organismes qui labellisent notamment, qui nous permet d'obtenir ce label. Où on est parti, on a prouvé qu'on partait sur des profils de menuiserie passive qu'on a réalisé artisanalement. Donc en fait, ça a été utiliser le matériau local. C'est quand même très complexe quand aujourd'hui on est un peu dans la normalisation de tout, de la matière, et lorsque c'est local, on n'a pas forcément cette norme-là, quoi. Donc c'était un peu l'enjeu du projet, qui du coup a donné lieu à des temporalités très très longues forcément, mais voilà. Et même au niveau du prélèvement de la matière, on a dû attendre pour couper le bois que la sève soit descendante, enfin par rapport donc au calendrier lunaire aussi. Donc il y a eu à un moment donné aussi tout un rapport à la temporalité du projet, et ça, effectivement, c'est quelque chose qui peut être réalisé si la maîtrise d'ouvrage a une attitude
plus que militante et nous soutient, nous, maîtrise d'œuvre dans toutes ces démarches. Oui, voilà, c'est vraiment lié à quand même une volonté politique d'une maîtrise d'ouvrage, parce que aujourd'hui c'est malheureux, mais tout doit être rapide et c'était pas forcément le cas ici. Après, quand même, on a eu un accompagnement de bureau d'études qui est forcément qui a été très très important, voire prépondérant. Parce que du fait que la filière n'était pas développée, on a dû travailler avec notre bureau d'études pour décortiquer, on va dire, le volume du bois du bâtiment pour carrément sélectionner le bois en forêt. Parce qu'aujourd'hui, vu que la filière peine, il n'y a même plus de professionnels pour déterminer ceci. Donc, on a été accompagné par nos bureaux d'études, donc qui ne sont pas locaux, hein, parce que qui travaillent le bois dans d'autres régions de France, pour faire ce travail-là, qui n'était pas une mince affaire non plus, parce que c'est vu que le savoir-faire, je dirais sur cet aspect-là, était manquant. Par contre, ce qui nous a quand même sauvés, c'est qu'on a quand même en Corse toujours un savoir-faire de charpentier très important. Donc, grâce à cela, on a pu quand même rester dans cette localité. Voilà. Et donc c'est un bâtiment qui a reçu cette année le prix national de la construction bois. Alors c'est on va dire pour nous une fierté. Bon, outre le fait d'avoir reçu un prix, enfin on est assez fiers qu'un petit projet comme ça, par la taille, par l'échelle, eh bien finalement ait été remarqué à l'échelle nationale. Nous, en fait, on perçoit ça un petit peu comme une validation et on va dire, quand on travaille depuis notre petit bureau de Corté sur des projets très longs, sur un petit bâtiment dans un petit village, eh bien, on a le temps de se poser des questions. Est-ce qu'on fait les bons choix? Est-ce qu'on a fait les bons choix? Est-ce que ce qu'on fait a vraiment du sens? Est-ce qu'on n'est pas dans on va dire, dans le domaine vraiment uniquement de l'expérimentation? Et aujourd'hui, non seulement le bâtiment est encore debout, ça fait pas longtemps, heureusement, mais il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous décourager pendant cette période longue, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui nous disaient vous allez pas y arriver, mais aussi le fait d'avoir reçu ce prix, eh bien, on se dit que voilà, on n'a pas fait tous ces efforts en vain. Et pour finir, donc on s'aperçoit que justement le logement passif, il est très agréable. Aujourd'hui, on a des habitants qui ni chauffent ni rafraîchissent leur logement, donc c'est assez incroyable. Hein, j'avoue, il y a peu de monde qui le croit, mais c'est vrai. Et l'utilisation du bois, donc le territoire corse, en fait, il est très varié. Donc l'utilisation du bois, on essaye quand même de l'adapter au territoire montagneux. Pourquoi? Parce que on s'est aperçu que les territoires plutôt de plaine, où on avait des températures très très hautes l'été, on était plutôt à la recherche d'une certaine inertie, d'une masse, enfin de la masse, hein, comme voilà on construisait autrefois, parce qu'on s'aperçoit que c'est pas forcément une typologie. Parce que là, on est à 600 mètres d'altitude, il me semble. C'est vraiment pas une typologie qu'on mettrait en œuvre en bord de mer. Parce que justement, d'un point de vue thermique et confort d'été, ça ne ferait pas du tout ses preuves. Donc c'est vrai que dans tout notre travail, on étudie toujours cette problématique-là. Quelle matière pour offrir un confort. Et c'est pour ça que, comme le disait Michel en introduction, pour nous, l'architecture vernaculaire, ça nous offre déjà des réponses. Hein, parce qu'autrefois, ils se posaient toutes ces questions sans technologie. Donc, on n'avait pas de clim. Donc, on cherchait le confort l'été comme on le pouvait. Donc, c'est pour ça qu'on s'est aperçu que l'utilisation du bois, elle était beaucoup plus développée dans des territoires montagneux que du bord de mer. Voilà. Donc ensuite, l'autre projet, c'est donc Vigna Maggiore. Donc donc là, on est vraiment dans un autre registre. Donc c'est un équipement donc de bien-être, donc qu'on a réalisé dans le village d'Olmeto. Donc Olmeto, c'est un village médiéval donc qui surplombe le Valinco, la mer. Donc on est là également encore dans un territoire minéral avec une certaine austérité, verticalité.
Et cette minéralité, finalement, elle est très prégnante en Corse et je pense qu'on l'a au fond de nous, hein, nous quatre, j'irais. Et la problématique aujourd'hui, un petit peu dans notre territoire, c'est que cette minéralité on va dire, qui est mise en œuvre grâce à la pierre, on n'arrive plus aujourd'hui, on n'a plus de carrière de pierre localement. Donc on en a une ponctuellement qui utilise le schiste. Donc c'est une toute petite carrière, mais voilà, cette minéralité là aujourd'hui, donc elle peine plus ou moins à se développer. Du moins, on était autrefois sur plus d'une quarantaine de carrières, hein, parce que la Corse, elle a une géologie plutôt particulière. On retrouve du granit, du schiste, mais également du calcaire. Donc c'était, on va dire, la totalité du territoire, hein, qui était autrefois construit en pierre. Donc aujourd'hui, on essaye quand même de retrouver cette minéralité en se posant d'autres questions et en essayant d'explorer ce qu'on va avoir sous nos pieds sur chacun des cycles de projet. Donc là, on est dans un site plutôt naturel. Donc on est dans un équipement de loisirs et un camping. Donc on a des éléments naturels assez frappants, donc des grands arbres centenaires qui sont très très beaux. Cette vue sur la mer et sur le golfe du Valinco qui de suite est très belle mais que plus personne ne voit en quelque sorte. Et ensuite ce tuf, donc qu'on peut voir sur la photo en haut, qui nous a vraiment frappé lorsqu'on s'est rendu sur site par sa teinte ocre. Qui est très belle, mais aussi par sa capacité. Le tuf, c'est sa capacité à être mise en œuvre très facilement dans de la construction. Le tuf, c'est, je dirais, une roche granitique qui est en quelque sorte désagrégée. Donc, c'est quand même une utilisation qui peut être très aisée, parce qu'on ne retrouve aucun élément de type terre végétale qui pourrait altérer un matériau de construction. Donc tout de suite, ça nous a frappé aux yeux en se disant c'est ce qu'il faut qu'on utilise. Et autre chose, donc le bâtiment qu'on a réalisé, c'est un équipement de bien-être. Donc donc on retrouve des piscines, sauna, spa de manière générale, avec un nombre important de sous-sols. Donc on a donc l'équivalent de l'entièreté de la surface de plancher en sous-sol. Donc on s'est retrouvé avec des calculs de déblais qui étaient plutôt effrayants. De ce tuf qui était très beau. Donc on s'est dit, plutôt que de les balancer et d'utiliser une matière qu'on allait chercher ailleurs, on va l'utiliser. Donc du coup, on a travaillé donc avec l'entreprise pour essayer de mettre en œuvre cette matière. Donc on a fait des essais en laboratoire, on a fait un certain nombre d'échantillons pour retrouver vraiment cette matérialité qui ressemble vraiment à ce socle géologique très frappant. L'autre aspect, c'était finalement la réponse plus ou moins au programme. Donc on a affaire à un client privé qui n'avait pas forcément, je dirais, un programme très structuré. Donc, finalement, la réponse architecturale s'est faite de fil en aiguille, où on l'a orienté vraiment sur différents aspects. Et l'objectif principal, c'était vraiment, dans ce site, en fait, c'est vraiment des très grands terrains où il n'y avait pas forcément d'espace qui était délimité. C'était, on va dire, créer en quelque sorte une enclave. Donc là, vous avez en bas un bâtiment qui était existant. Donc on a vraiment créé cette poche végétale, cet univers, cet espace délimité qui vient, on va dire, mettre en œuvre ce nouveau lieu dans ce très large site. Ensuite, donc une des ouvertures du projet, un des axes, c'était vraiment la toponymie du lieu.
donc Vigna Maggiore. Donc ça témoigne de l'ancienne vigne qu'il y avait autrefois sur le terrain, où on a voulu quand même mettre en avant cet ancien travail de la terre que les anciens autrefois faisaient par la réalisation de ces vignes. Donc du coup, on a souhaité carrément que cette matérialité, elle témoigne vraiment de ce socle géologique, comme en quelque sorte si on avait empilé cette terre de façon presque ancestrale. Donc du coup, on a travaillé sur un tuf, donc sec, hein, c'était vraiment, ça n'est pas du tout une matière qui est coulée, mais au contraire, c'est un béton sec compacté. Voilà. Donc, on l'a mis en œuvre également dans ce projet parce que on est sur, on va dire, une échelle qui était relativement réduite, parce que c'est quand même une technique qui est très longue, qui est plutôt, on va dire, compliquée à mettre en œuvre. Et la morphologie du bâtiment aussi, de par, on va dire, ses portées, de par la réalisation en rez-de-chaussée, nous permettait d'utiliser ce genre de technique. Donc, on a utilisé cette matière qu'on a creusée, on va dire, pour mettre en place les différents programmes au sein de tous ces blocs que vous pouvez lire sur les plans. Voilà, donc au niveau des espaces intérieurs, on a presque l'impression qu'on est quasiment sur une construction presque troglodyte, hein, qui, par le biais de ces différents creusements, on lit les usages, on lit les entrées de lumière, on est dedans, mais on est presque un peu dehors. Et finalement, ce qui nous a permis de réaliser, parce que voilà, cette construction avec ces larges murs, donc on est sur des murs de 40 cm d'épaisseur, c'était aussi que nous sommes dans un équipement qui est un équipement qui n'est pas chauffé, donc qui permet d'avoir ces espaces complètement bruts, complètement minéral, où on a ici un bâtiment qui est construit 100% sur du gros œuvre en fait. Il n'a pas eu de seconde œuvre. Et au niveau donc de cette technique constructive, c'est une technique qui s'inspire encore une fois des techniques anciennes, donc de pisé en fin de compte, de terre compactée. C'est un travail en termes on va dire de main d'œuvre qui est quand même assez chronophage et qui demande une implication importante de l'entreprise, donc ce qui a été le cas pour ce projet, parce que on met ce mélange donc de terre avec un petit peu de ciment et très peu d'eau entre deux dans un coffrage qu'on vient compacter donc à la main pour donner donc de la solidité, de la rigidité à ces voiles, et c'est une technique qui permet également de limiter le ferraillage, parce que forcément quand on compacte on peut pas ferrailler, et la solidité, on va dire la résistance structurelle des voiles vient de cette technique de compactage en substitution du ferraillage. Voilà, donc on a utilisé en quelque sorte le bon matériau par, on va dire, ses caractéristiques techniques. C'est-à-dire que les éléments, on va dire les porteurs verticaux, ont une capacité, comme le disait Michel, à une compression. Parce qu'on est sur donc des murs, des larges murs épais qui ne sont pas ferraillés, mais qui permettent cet élément porteur. Et ensuite, on est couronné par donc cette casquette donc en béton qui vient quant à elle en béton architectonique qui permet un effort vraiment en flexion. Donc, on n'a pas voulu multiplier la technicité, on a voulu vraiment exprimer chaque béton par ses qualités portantes. Ensuite, comme je le disais tout à l'heure, c'est donc un bâtiment qui est très technique. On a des larges sous-sols qui gèrent cette technique.
mais on a fait un travail de détail poussé pour que justement cette technique-là n'altère pas vraiment la vision du bâtiment et que on ait vraiment la minéralité, cette matérialité qui soit complètement mise en œuvre. Donc on a notamment cette coupe qui nous montre comment on gère les renouvellements des eaux pour donc des jacuzzis, des piscines. Qui à chaque fois sont permis par des fentes très subtiles et du coup on a vraiment toute cette technicité qui n'est pas visible par le visiteur. Voilà. Donc cette casquette qui vient couronner le bâtiment nous permet aussi d'avoir donc ce béton architectonique plus on va dire pérenne pour ne pas avoir ces murs qui vont forcément se lessiver. Mais attention, on n'est pas sur une technique de pisé, hein, on est sur une technique de quand même de béton de site, hein, parce que aujourd'hui culturellement, pour avoir étudié quand même un petit peu le pisé, il faut être dans une culture du renouvellement parce que ce sont des techniques, enfin ce sont des mises en œuvre qui sont mises en place dans des territoires très secs et forcément dans des territoires comme les nôtres où il va voilà pleuvoir assez souvent, bien qu'on soit en Corse, on n'est pas forcément dans une culture du renouvellement. Donc on cherche quand même cette pérennité parce qu'on est entouré de bâtisses qui ont en pierre, qui sont debout, qui ont plus de 200 ans et voilà, on est plutôt dans cette culture-là. Voilà. Donc cette coursive qui vient vraiment refermer cette enclave dans le paysage permet de cadrer la vue sur la mer. Donc parfois, grâce à cet élément, les usagers redécouvrent en quelque sorte cette vue sur la mer. Et l'utilisation des différents types de poteaux permettent de lui vraiment d'oublier ces éléments porteurs verticaux au profit vraiment d'un élément en quelque sorte flottant. Et ces différents types de poteaux nous permettent de gérer les descentes d'eau pluviale de cette casquette. Et ensuite, on a travaillé sur des menuiseries en laiton. Donc qui était vraiment dans cette continuité colorimétrique, hein, cet ocre, on va dire, qui nous a frappé et mis en valeur par ces serrureries-là. Donc là encore, on a travaillé avec des artisans hein, locaux, hein, où on a dessiné chacune des pièces pour arriver à ce résultat où on sent toujours la main de l'homme, hein, quoi qu'il en soit. L'artisan est toujours présent et finalement cette matérialité elle qualifie en quelque sorte cette minéralité qui semble parfois être un peu austère. Voilà, donc en fin de compte, par l'intermédiaire de ces deux projets, ce qu'on a cherché à exprimer, c'est que donc au sein de l'agence, on n'est pas des défenseurs d'un matériau en particulier ou d'une manière de concevoir formellement un projet en particulier. On est plutôt, on a plutôt une vision qui se base sur une méthode en fin de compte, qui place le territoire dans toutes ses composantes comme matière principale au projet. Donc on vous a présenté un projet en bois qui a été pour nous le bon matériau au bon endroit au regard de tout un tas de données. On vous a présenté un projet en béton de terre qui également a été pour nous la réponse la plus pertinente à cet endroit. On a l'occasion donc du coup d'expérimenter cette approche dans chaque site de projet. Donc par exemple ici c'est un projet donc d'antiquarium, donc qui protection de fouilles archéologiques, au sein duquel on est venu coffrer la terre du site, la terre qui recouvrait les fouilles sur la sous-face de la dalle béton, justement pour exprimer ce soulèvement de la terre et cette mise à jour des fouilles. On a l'occasion également donc d'expérimenter des bétons de sites plus ou moins secs en fonction des sites dans lesquels on intervient.
Donc on a l'occasion aussi donc de réfléchir à réinventer ces matières minérales, donc en fonction effectivement de la géologie, mais en fonction aussi du contexte paysager. Les photos qu'on voit en bas à gauche, donc c'est des échantillons qu'on a réalisés pour la construction d'un bâtiment qui s'inscrit dans un contexte minéral granitique, mais au sein duquel on a eu au fil des époques des incrustations de terre cuite pour bloquer les pierres, donc dans les murs de construction vernaculaire. Et donc c'est quelque chose qu'on a voulu réinterpréter de manière contemporaine, par exemple dans ces bétons-là. D'autres exemples de béton de site sec. Voilà, et ensuite un autre exemple, donc là on est en plaine orientale, donc on est sur un conservatoire de musique, donc là on est sur un équipement qui est quand même de plus grande envergure que les précédents que vous avez pu voir, et là du coup on a utilisé plutôt un béton de site mais qui était coulé et armé. Donc parce qu'on était complètement lucide sur on va dire le béton sec, le coût, le temps que ça met que ça permet. Donc on savait qu'on ne rentrait pas du tout dans les clous je dirais du planning, dans les clous financiers. Donc on adapte à chaque fois les sols qu'on a sous nos pieds. Donc ici, la particularité, c'est qu'on était sur un terrain alluvionnaire, donc qui est complètement différent que ce que vous avez pu voir auparavant. On est sur des anciennes plaines agricoles, donc c'est pour ça qu'on a voulu travailler donc sur ce sol-là. Et ce terrain alluvionnaire, on retrouve de la terre, mais on retrouve des sortes de galets qu'on peut voir sur le terrassement de droite. Et on a travaillé avec les entreprises pour concasser l'ensemble vraiment de ce qu'ils ont trouvé pour avoir 100% des agrégats qui étaient complètement locaux. Voilà. Et à chaque fois, donc on l'a pas forcément dit, mais on utilise des ciments blancs, donc qui permettent de ne pas altérer la couleur de ces sols et de ces terres existantes. Voilà. Donc là, on a fait également des échantillons. Parce qu'après, notre démarche, c'est toujours quand même on n'a pas un projet qui est figé, calé lorsqu'on démarre un chantier. Jamais. En fait, on aime travailler avec les entreprises et on aime adapter nos projets, les détails, les mises en œuvre par rapport à ce qu'elles savent faire. En marché privé, c'est très facile. Donc, Vigna Major, c'est ce qu'il y a eu. Donc, on n'a pas d'appel d'offres. Donc, on fait des essais. Mais là, par contre, dans ce projet-là, on a dû un petit peu adapter, parce qu'on est en marché public, on a adapté un petit peu la concurrence. C'est-à-dire que pour pouvoir être certain que cette terre, on va dire, on puisse la mettre en œuvre, pour pouvoir être certain que l'entreprise choisie sur un mémoire technique, pas très parlant, pouvait mettre en œuvre cette matière, on a fait un lot gros œuvre qui était à part, où on a fait un concours d'entreprises, on a présélectionné 3 entreprises, où on leur a demandé de réaliser sur site, en même temps, un jour donné, un échantillon, donc on était tous là. Et du coup, on les a jugés sur différents critères. Donc tout d'abord, l'esthétique de l'échantillon. Donc il fallait que ça corresponde quand même à ce qu'on souhaitait, bien qu'on ait des variables d'ajustement. Sur le pourcentage de terre du site. Et après, sur les contraintes techniques que nous demandait notre ingénieur béton, forcément. Parce que si on avait un très beau béton, mais qui n'avait pas du tout les contraintes admissibles, ça pouvait pas le faire, parce que là on est quand même sur un bâtiment qui fait 3 niveaux, très haut, parce qu'on est sur un conservatoire de musique et un auditorium. Donc en fait, voilà, on adapte toujours aussi en fonction de la matérialité voilà, les techniques, les marchés publics. Voilà, on essaye parce que forcément, quand on a des cadres, des fois ça colle pas toujours pour arriver à avoir un résultat qui sorte du standard et qui sorte encore une fois de ce qu'on a sur une fiche technique, quoi. Voilà. Et puis surtout que toutes ces manières de construire et on va dire, qui sont un petit peu expérimentales, et on va dire à chaque fois qui sont spécifiques à chaque chantier,
Ça sort évidemment des sentiers battus des professionnels de la construction qui ont leurs habitudes avec les centrales à béton, avec la manière dont ils construisent leurs bâtiments. Et donc là, ça demande forcément un peu un renouvellement des manières de travailler qui sont ancrées depuis des lustres, parce que on doit mettre en place des centrales de chantier, on doit concasser et ou cribler les terres qui sont issues des terrassements pour les réutiliser dans des bétons. On doit travailler sur des formules qui sont spécifiques à chaque chantier. Alors que finalement on aurait très bien pu choisir la facilité et aller se fournir dans n'importe quelle centrale, carrière qui fournit des bétons avec des bétons donc qui ont des formules normées. Donc voilà, en fait on petit à petit ce qui était au début un petit peu expérimental même pour nous et dans l'écosystème du milieu de la construction en Corse, eh bien par l'intermédiaire de tous ces projets on essaye en tout cas de changer un peu les manières de faire pour que eh bien on ait quelque chose le plus vertueux possible. Et le dernier projet qu'on voulait montrer, c'est un petit projet, mais qui est pour nous, je pense, celui dont on est le plus fier et qui témoigne à lui seul un peu de tout ce qu'on vient de dire. C'est le projet de notre agence, c'est la construction de notre agence, qui se trouve dans un petit village de bergerie, donc à Corté. Donc c'est un projet, une agence dans laquelle on est depuis maintenant 1 an et demi. Et en fin de compte, le parti pris a été assez simple. Hein. On s'est installé en lieu et place d'une bergerie en pierre qu'on pouvait pas garder malheureusement, même si nos premières pistes de projet c'était de la conserver et puis de remonter par dessus. Eh bien, on a dû pour des raisons structurelles repartir à zéro. Mais en fin de compte, on a réutilisé donc toutes les pierres qu'on a utilisées pour cette construction proviennent des pierres récoltées donc de l'ancienne bergerie qui ont été retaillées, remurées à sec à l'ancienne. Et on a utilisé même 2 types de pierres parce qu'on était sur une bergerie, on va dire, qui était en rez-de-chaussée. Donc on avait, voilà, c'était vraiment cette typologie-là. On était sur donc des pierres murées en schiste, donc qui sont, on va dire, complètement locaux. Et ensuite, on a, pour avoir vraiment un apport plus important, on a taillé aussi, donc avec des tailleurs de pierre, donc les pierres granitiques qu'on a mis en place et qu'on a retrouvées au sein du terrassement, parce qu'en fait, on est sur, en contrebas, on retrouve la rivière Tavigna, donc c'est un des plus grands cours d'eau de Corse. Et du coup, on était sur, ici aussi, un terrain alluvionnaire qui nous a permis d'avoir aussi un apport. Donc, dans les murs, on lie les 2 types de roches qu'on retrouve à Corté, le granit et le schiste, du coup, qui témoignent de géométries différentes. Le granit, c'est vraiment du roulé de rivière. Et le schiste, c'est des éléments, des moellons qui ont été cassés. Voilà. Merci. Ça, on est dans les temps. On est dans les temps. C'est bien parce que ah ouais. Tu les as vus ou pas? Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? On a encore un petit peu de temps. N'hésitez pas, c'est le moment de demander un stage. Bon, vous avez vu, l'agence est petite, hein, donc on va pas pouvoir tous vous prendre. Hein. Pas de questions? C'est l'avantage des conférences en présentiel, faut en profiter. C'est maintenant ou jamais. Voilà. Oui, bonjour, bonsoir. Merci pour votre belle présentation très précise.
Et on voit bien le rapport que vous installez entre le contexte et vos projets là. Et j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous feriez si vous aviez un site très moche? Ah, eh bien, justement, on nous dit souvent, ah, vous avez de la chance en Corse, vos sites, les sites sont très beaux. Mais finalement, quand on arrive sur certains sites, c'est pas forcément le sentiment qu'on a, on est sur vraiment pas forcément quelque chose qui est hyper esthétique. Et de fil en aiguille, je pense que on arrive à trouver la beauté d'un lieu. Donc, plus ou moins, on s'adapte, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que là, forcément, pour la conférence, on monte des belles photos, mais les sites sont pas systématiquement si beaux que ça. D'ailleurs, l'antiquarium qu'on montrait, c'est dans un site qui est Là. voilà, mais c'est dans un site qui est un site urbain qui est pas vraiment d'une qualité paysagère folle. Du coup, on a pris des photos très resserrées sur le projet, forcément, mais on a quand même voulu, à l'échelle du projet, eh bien témoigner d'une certaine approche et d'un certain rapport au contexte et à l'histoire du lieu. Voilà. Merci pour la conférence. Moi, j'avais juste pas compris pourquoi Je vois pas. c'était impossible de faire des murs à ossature-bois en bois local. Peut-être que j'ai pas compris. Alors, c'est parce que, en fait, un bois qui n'est pas séché par un séchoir artificiel, il a toujours, il travaille. Voilà. Et si on le mettait en œuvre, les murs à ossature bois ne permettent aucune, on va dire, aucun mouvement. C'est-à-dire que du coup, on allait avoir des placos qui allaient se décoller, voilà. Et la technique du poteau-poutre a, quant à elle, permet d'avoir quand même une structure qui peut travailler un petit peu, bien qu'il ait été séché et bien qu'on ait vérifié l'hygrométrie du bois. Ça ne donne pas cette certitude que le bois est complètement sec. Et en Voilà. Corse, il n'y a pas de séchoir, il n'y a pas de séchoir qui permet de sécher le bois de manière artificielle, quoi. En tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, sinon moi j'en ai une. Sur le projet de piscine, enfin avec ce que je trouve assez beau, et je ne sais pas si vous l'aviez anticipé, enfin si vous l'avez anticipé ou si c'est arrivé comme c'était la première fois que vous utilisiez ce système de murs compactés. On a parfois l'impression sur les photos qu'il y a un travail comme sur des murs en onyx ou en marbre, un travail à livre ouvert comme ça. On retrouve une symétrie. Est-ce que ça a été voulu ou c'est un hasard Pas du tout, c'est le hasard. Non, complètement. Non, on a travaillé avec l'entreprise pour avoir vraiment ces lits et ce béton sec qui témoigne de cette matière très rugueuse, même presque friable, hein. Mais c'est vrai que ce travail de symétrie, c'est vraiment la main de l'homme, c'est vraiment l'artisan qui a donné lieu à ces effets, parce que c'était pas du tout maîtrisé. Et finalement, en fait, on s'est rendu compte aussi que cette technique donc de béton sec compacté, l'aspect dépendait aussi beaucoup du coffrage et de la manière dont le coffrage interagissait avec la matière. Et dans les angles où eh bien les planches de coffrage sont moins parce que là on a sont moins protégées en fin de compte, où on a le bois qui est apparent, eh bien ça a tendance à plus tirer l'eau, on va dire, du matériau, et du coup on a dans les angles une texture qui est différente que sur la partie courante du voile, quoi. Donc il y a un rapport aussi au matériau de coffrage qui est important dans ce type de technique. Et après, donc cette technique là,
elle a quand même des limites, je dirais, d'usage. Parce que là, on est quand même sur un tout petit équipement où il y a un public très restreint. Donc l'occupation, on peut avoir 3 personnes par jour, très restreint, donc qui nous permettait de le laisser intact. Par contre, donc dans l'autre bâtiment qu'on vous a montré à la fin, donc qui est en chantier à l'heure actuelle, où là on est sur un équipement hôtelier où on est allé être vraiment sur vraiment une occupation plus importante. On a travaillé aussi sur ce côté friable hein, qui a ses limites. Cette matière, voilà, ça ressemble à un château de sable, ben ça l'est presque. Donc du coup, on a biseauté les angles. Donc c'est quand même une technique qui demande une adaptation en fonction de son occupation, de son public. Parce que si, par exemple, ce sont des techniques qu'on voit en espace public, on sait qu'en termes de pérennité, notamment dans les angles, ça questionne. Attention. Voilà, il faut être très prudent avec ces techniques-là qui, si vous commencez à mettre des coups dans des angles, eh ben, ça va très très mal vieillir. Donc, voilà. Et pareil, par rapport à ce que tu dis, le fait de venir couronner les murs avec un matériau plus pérenne. Alors dans le projet de Vigna Major, c'est un béton classique, on va dire. Dans ce projet-là, ce sera encore différent, mais en fin de compte, il y a vraiment une réflexion assez élémentaire à avoir sur la manière dont on s'accroche au sol et sur la manière dont on couvre le matériau pour des raisons de pérennité. Donc il y a cette élémentarité esthétique et architecturale qui a un sens pour nous, mais qui demande aussi une réflexion plus approfondie, comme disait Alicia, sur la fréquentation, la manière dont le matériau va vieillir, sur la manière dont il faut qu'il soit protégé des éléments extérieurs, etc. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, alors tout là-haut. Le temps que j'arrive en haut. Bonsoir, merci pour votre conférence. C'était pas vraiment, enfin c'était un peu une remarque. Vous nous avez parlé de votre agence à la fin et qui était un des projets dont vous étiez le plus fier. Et on aurait bien voulu voir des images de l'intérieur. Ouais, exact. J'y ai pensé en voyant. Ouais, moi aussi. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, on va vous l'expliquer. Ouais, en fait, on pensait qu'on allait être short en temps, donc à la fin, on a raccourci, mais on aurait pu vous montrer des images intérieures. En fait, on a voulu dans ce projet, eh bien, profiter encore une fois du bon matériau au bon endroit pour les caractéristiques qu'il propose. Et en fin de compte, on a fait une coque intérieure en béton qu'on est venu isoler par l'extérieur et qu'on est venu revêtir donc de pierres murées pour justement profiter à l'intérieur de l'inertie du béton en toute saison et à l'extérieur de la pérennité, de l'inertie également et de la protection de la pierre sur le matériau isolant. Voilà, donc à l'intérieur, on a des murs béton. On a aussi travaillé, enfin on est sur des dalles béton qui sont directement polies. Donc on n'a ni revêtement ni chape. Du coup on voit les agrégats de sites qui sont apparus. Et ensuite on est là sur des menuiseries bois, donc en verre collé. Qui nous permettent, donc ça a nécessité quand même une mise en œuvre assez particulière parce qu'on a dû poser les menuiseries, mettre en œuvre la pierre, parce que vous avez vu qu'il y a vraiment un petit centimètre qui sépare le verre de la pierre, et qui permettent de ne pas avoir de pancartes. Les gens savent qu'ils arrivent chez des architectes, donc c'est très pratique. Une dernière question? Oui. C'est vrai, j'ai pensé. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Je me demandais sur votre premier projet,
Comment vous avez fait en sorte que de pas mettre ni clim ni chauffage? Est-ce que c'est un système structurel que vous avez mis en place ou... Alors, en fait, on est sur tout un travail d'isolation qui a été très important parce qu'on est dans un territoire montagneux. L'hiver, il neige une bonne partie, on va dire, de cette période-là. Donc, on est sur des très grandes ouvertures, enfin du moins voilà, grandes ouvertures au sud pour profiter vraiment du rayonnement solaire qui va chauffer naturellement l'intérieur des appartements, et vraiment des épaisseurs d'isolants qui sont très importantes. Et ensuite, on est sur des occultations aussi de l'ensemble des menuiseries qui nous permettent l'été d'avoir un certain confort. Après, ce qui nous aide pas mal, c'est qu'on a quand même des rafraîchissements nocturnes très importants. Donc, on a travaillé très étroitement avec des bureaux d'études où on a fait des simulations thermiques dynamiques tout au long du projet. Et ensuite, on a une toiture végétalisée, donc qui nous aide également. Et les thermiciens travaillent à la fois sur les apports de soleil qui viennent réchauffer, mais aussi les apports humains qui permettent de chauffer l'intérieur des appartements. Donc on est sur des petits appartements et qui fonctionnent quand même plutôt bien. Pour la petite anecdote, le maire n'y croyait pas du tout, parce que c'est quand même une région où il fait très froid. Il a quand même voulu qu'on prévoie des prises pour mettre des chauffages, parce qu'il avait très très peur parce que ce sont des logements communaux, il avait très très peur que ses locataires vraiment aient très froid l'hiver. Et ben ça a fonctionné. Là, ça fait ils ont passé 3 hivers, donc voilà. Et il y a aussi le côté traversant, et où avec plusieurs orientations des logements qui permet de ventiler l'été. Mais encore une fois, quand on a fait toutes ces simulations thermiques, dynamiques, etc., avec les bureaux d'études, on s'est rendu compte qu'en fait, les solutions qui fonctionnaient le mieux, c'était des choses très simples, liées à la bonne dimension de fenêtre, la bonne occultation, le bon espace traversant, la prise en compte des données, comme disait Alicia, de la chaleur émise par les gens, de l'orientation, de l'exposition au vent, etc. Toutes ces données finalement très élémentaires, couplées à ces savoirs d'ingénierie qui nous ont permis de réaliser ce bâtiment complètement passif. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir de vous écouter, de nous raconter aussi la genèse de chacun de ces projets. Et puis, là, je parle surtout pour les étudiants en première année. Gardez vraiment en mémoire, là, on a vraiment eu de très beaux exemples d'architecture située, contextualisée, mais surtout d'une pertinence dans la conception par l'analyse aussi d'un territoire. Et finalement, tout ça, c'est un acte de résilience assez formidable. Parce que s'il n'y a pas ce regard et cette attention à des savoir-faire peut-être oubliés, voir comment on peut les réveiller, on passe parfois à côté de l'essentiel. Et c'est pas forcément par le mimétisme ou par un régionalisme critique qui parfois est pas toujours heureux. Mais en tout cas, là... il y a une intelligence, je trouve, dans ce regard qui nécessite, et vous l'avez dit tous les deux, du temps et aussi des maîtres d'ouvrage militants qui ont ce temps d'écoute. Mais je pense que quand il y a un savoir-faire dans l'agence et des maîtres d'ouvrage de plus en plus éveillés et conscients de cela, donc il faut éduquer nos maîtres d'ouvrage de plus en plus. On voit ces résultats magnifiques. Et juste pour finir, parce que c'est éduquer les maîtrises d'ouvrage. Pour nous, lorsqu'on a démarré, donc on était tout jeunes, on sortait de l'école, on s'est frotté à tout un tas de problématiques qui étaient des micro-projets. Donc en fait, souvent, il faut pas avoir peur aussi de démarrer, d'essayer de passer un message, d'éduquer les maîtrises d'ouvrage. Pour l'anecdote, on a commencé notamment, le projet qui a commencé à être publié notamment, c'est 3 observatoires du cerf corse en bois.
également qui ont été réalisés en bois local, qui ont coûté 7 000 € l'un. Donc en fait, souvent, on nous dit il n'y a pas le budget, il n'y a pas d'architecture. C'est pas vrai. Il faut se battre, il faut réfléchir pour trouver des solutions et justement éduquer les mentalités, parce que forcément, on vient d'une région où jusqu'alors, l'architecture peinait à se développer. On était quand même sur de l'architecture d'accompagnement de manière générale. Donc, c'était important de commencer par des tout petits projets qui, par contre, peuvent avoir des grands impacts sur les élus, sur les locaux, et pour commencer à se poser des questions. Donc, il ne faut pas avoir peur d'y aller, même sur des petits sujets. Des petits projets qui ont été primés aussi au PRAC, au prix d'architecture de Corse. Oui, on a été aussi à JAP avec en 2018. Voilà. Donc c'est des projets minimes, mais qui peuvent avoir quand même un impact important. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci.